La plupart des plantes que vous trouvez actuellement dans les jardineries américaines seront mortes dans vos pots d'ici le mois d'août. Non pas parce que vous avez mal agi, mais parce que personne ne vous a dit lesquelles survivent réellement. Ces 17 plantes vivaces reviennent chaque année, résistent à la sécheresse, à la négligence, à tout. Et celui qui porte le numéro 12 est en fait plus beau quand on le touche le moins. Entrons dans le vif du sujet. Avant de planter votre première plante, dites-nous tout de suite dans quel État américain vous jardinez. Votre zone de rusticité USDA influence complètement le choix des plantes qui se développeront le mieux chez vous. Je mentionnerai des zones spécifiques tout au long de cette vidéo. Trouvez le vôtre et soyez attentifs. Plante numéro 1. Le sedum. Chaque feuille stocke l'eau à l'intérieur de ses propres tissus, comme un réservoir intégré. Le sédum n'a pas besoin que vous pensiez à l'arroser. Cela dépend de soi-même. Des observations documentées montrent que les sédums bien établis peuvent survivre à 6 à 8 semaines sans arrosage et se rétablir sans dommages permanents. Essayez cela avec n'importe quel autre élément de votre jardin en pot et voyez ce qui se passe. Le sédum planté dans un sol riche et fortement fertilisé pousse haut, s'affaisse et devient peu attrayant. Les sédums plantés dans un sol pauvre et légèrement appauvri restent compacts, colorés et structurés. Arrêtez complètement de la fertiliser. La plante récompense votre négligence par une meilleure forme, une meilleure couleur et une meilleure structure, saison après saison. Quant aux variétés, Autumn Fire produit des grappes de fleurs d'un rose cuivré profond de septembre à novembre et se tient droite en pot sans se renverser. Le Dragon's Blood pousse bas et possède un feuillage rouge vif qui s'intensifie considérablement lorsque les températures automnales baissent. Matrona est une plante haute et architecturale, avec des tiges bordeaux et des fleurs roses poudrées qui semblent avoir été conçues par un professionnel sans aucun effort de votre part. Si vous vous trouvez dans les zones USDA 3 à 9, ce qui couvre le Maine, tout le Midwest, le Nord-Ouest Pacifique, le Sud et la plupart des États montagneux, le sédum pousse comme une plante vivace rustique qui supporte les fortes gelées sans protection. Dans les zones 9 et 10, placez-le à l'ombre l'après-midi pendant les fortes chaleurs estivales et il fonctionnera tout aussi efficacement. Arrosez abondamment le sédum une seule fois lors de sa plantation, puis réduisez la fréquence d'arrosage à une fois toutes les 2 à 3 semaines pendant l'été. Lorsque les températures baissent en automne, cessez complètement d'arroser. Le spectacle de couleurs automnales qu'il offre sera le plus beau de tout votre jardin en pot. Deuxième plante, la lavande. La lavande a évolué sur les coteaux rocheux des collines méditerranéennes avec un sol presque dépourvu de nutriments et une rétention d'humidité quasi nulle. Le terreau qui retient l'humidité est le principal ennemi de la lavande. Le sol que la plupart des gens utilisent automatiquement est celui qui le tue. Et voici la solution. Mélangez votre terreau standard avec 1 à 3 de perlite grossière ou de gravier horticole avant de planter. Utilisez des récipients comportant au minimum 3 trous de drainage et ne placez jamais de soucoupe en dessous. Ce simple changement rend la lavande pratiquement indestructible en pot. Pour ce qui est des variétés, Heathcote est d'un violet profond, compact, et c'est la variété anglaise la plus résistante au froid disponible, pouvant survivre jusqu'en zone 5. Si vous vous trouvez dans les États du Sud ou de la côte du Golfe, Phénoménal est la variété qu'il vous faut. Elle supporte mieux la chaleur et l'humidité que toute autre lavande et donne des résultats fiables dans les zones 6 à 9. Si le parfum est votre priorité, la variété Grosso possède une concentration en huiles essentielles, plus élevée que toutes les autres, et fleurit continuellement de juin à août. Ne jamais fertiliser la lavande en pot, pas une seule fois durant toute la saison. Un excès de nutriments engendre une croissance molle et faible, au parfum atténué. La concentration en huile essentielle, qui est à l'origine du parfum et des propriétés insectifuges naturelles,
augmente en réalité lorsque la plante a légèrement faim. Négliger la lavande n'est pas seulement acceptable, c'est la technique correcte. Vous pouvez déplacer la lavande exactement à l'endroit où vous vous asseyez à l'extérieur. Par les douces soirées d'été, effleurez délicatement le feuillage en passant. Les huiles se libèrent immédiatement. Vous disposez ainsi d'un espace personnel parfumé et anti-moustique pour seulement 3 $ et un pot de 5 gallons. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, voici ce que cela signifie concrètement. YouTube cessera d'afficher ce contenu dans votre flux. Ne ralentissez pas, arrêtez-vous. L'algorithme ne diffuse systématiquement que les vidéos des chaînes que vous suivez, selon sa connaissance. Je publie chaque semaine du contenu pratique et basé sur l'expérience en matière de jardinage en conteneur. Du contenu, rire qui vous fait économiser de l'argent, du temps et qui vous évite d'acheter des plantes qui vont dépérir avant la fin de l'été. Abonnez-vous dès maintenant. C'est gratuit, ça le sera toujours, et ça prend moins de temps qu'il ne vous en a fallu pour lire ceci. Plante numéro 3. La sauge russe. Une fois enracinée, la sauge russe fleurit continuellement de juillet à octobre. 4 mois consécutifs de fleurs bleu-violet sur des tiges blanc argentées. La plupart des plantes vivaces à fleurs offrent 4 à 6 semaines de couleur. La sauge russe vous offre 4 mois. En matière de jardinage en pot, c'est là toute la différence entre une plante qui mérite son espace et une plante qui se contente de l'occuper. Aucune pression parasitaire. Serre complètement évitée. Le feuillage aromatique repousse naturellement les insectes. Et même après la fin de la floraison, la structure architecturale argentée de la tige apporte un véritable intérêt hivernal, alors que tous les autres pots de votre rue semblent nus et vides. Dans les zones 4 à 9, du Minnesota jusqu'à la côte Pacifique, en passant par la Géorgie, la sauge russe pousse comme une plante vivace, fiable, qui ne nécessite qu'une seule intervention d'entretien par an. Taillez-le à 6 pouces, fin février ou début mars. Voilà. 30 secondes de travail. En retour, elle revient plus fournie et plus florifère que la saison précédente. Cet échange est presque excessivement équitable. Dans la zone 4 en particulier, déplacez le conteneur contre un mur protégé exposé au sud, avant les fortes gelées. Dans les zones 8 et 9, il peut se comporter comme un semi-persistant, conservant sa structure de tige argentée malgré des hivers doux et vous offrant un intérêt en pot toute l'année sans aucun effort supplémentaire. Encore une chose à propos de la sauge russe que la plupart des contenus sur le jardinage n'évoquent jamais. Elle est plus jolie en pot qu'en pleine terre. Le système racinaire contenu favorise en réalité une croissance plus compacte et verticale que la plantation en pleine terre. En mettant cette plante en pot, vous ne la détériorez pas, vous l'améliorez. Plante numéro 4. Les poules et les poussins. C'est la seule plante en pot qui essaie activement de vous donner d'autres plantes sans qu'on le lui demande. Il se multiplie tout simplement selon son propre calendrier et vous livre les résultats. La rosette mère, appelée la poule, produit continuellement des rosettes plus petites sur son pourtour. Ce sont les poussins. Chaque poussin est une plante génétiquement complète et totalement indépendante. Vous pouvez la séparer avec vos doigts, la déposer dans un récipient propre contenant un minimum de terre et elle s'établira sans aucun traitement particulier. La poule femelle fleurit une fois après plusieurs années, puis meurt. Mais à ce stade, elle a déjà produit suffisamment de poussins pour remplir plusieurs récipients à plusieurs reprises. La plante se régénère et agrandit simultanément votre collection. Chez certaines variétés, les poules et les poussins cobweb sont recouverts de fins fils blancs sur toute la surface de la rosette, qui ressemblent exactement à de délicates toiles d'araignée. Cela immobilise les gens nets. La teinte Red Beauty passe du vert au bordeaux profond à mesure que les températures baissent en automne. Le changement de couleur commence en septembre
et atteint son apogée en novembre, ce qui donne à la plante une apparence complètement différente en fin de saison par rapport à son aspect initial. Pacific Blue Ice produit des rosettes bleu-gris à l'aspect presque artificiel. Si vous vous trouvez dans les zones USDA 3 à 8, ce qui couvre la grande majorité des États-Unis continentaux, les poules et les poussins supportent les fortes gelées sans aucune protection. Ils ont évolué dans des environnements alpins, les Alpes suisses, les Carpates, sur des crêtes rocheuses exposées à haute altitude, avec des étés caniculaires et des hivers rigoureux, et presque sans sol. Votre jardin en pot, même négligé, est un véritable luxe en comparaison. Cette plante survit depuis des milliers d'années à des conditions plus difficiles que n'importe quelle autre plante de votre jardin. Elle prospère dans des contenants d'à peine 10 cm de profondeur, idéaux pour les jardins de rebord de fenêtres, les jardinières murales et les petits balcons où les contenants plus profonds ne sont pas pratiques. Avez-vous déjà élevé des poules et des poussins? Et les vôtres se sont-ils multipliés comme prévu? Parce que certaines personnes obtiennent des dizaines de poussins d'une seule plante en une seule saison, et d'autres presque aucun. La différence se résume à un seul élément: la taille du récipient et le drainage. Une poule enfermée dans un récipient exigu et mal drainé concentre toute son énergie sur sa survie. Une poule placée dans un récipient bien drainé et suffisamment spacieux pour s'étaler consacre toute son énergie à la reproduction. Je vous expliquerai précisément comment configurer cela correctement dans la dernière partie de cette vidéo, mais n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires dès maintenant, car je souhaite vraiment savoir combien de personnes ont déjà cultivé ces plantes et obtenu les résultats escomptés. Plante numéro 5, la Cather Walker's Law. Cette plante fleurit pendant 6 mois d'affilée dans les conteneurs américains. 6 mois. La plupart des plantes annuelles ne peuvent pas y parvenir. Et la Cather revient chaque année. De mai à octobre, Walker's Law produit des nuages continus de fleurs bleu-violet sur des tiges arquées avec un feuillage aromatique gris-vert. Les papillons sont fortement attirés. Vous pourrez observer la faune sauvage autour de vos conteneurs tout l'été sans avoir rien planté spécifiquement à cet effet. Le feuillage dégage, lorsqu'on le frotte, un parfum herbacé que la plupart des insectes piqueurs trouvent profondément désagréable. Une seule plante vous offre de la couleur, de la faune sauvage et des répulsifs naturels contre les insectes nuisibles. Lorsque les premières fleurs commencent à paraître fanées en juillet, taillez la plante entière de moitié. Elle paraît sévère pendant une dizaine de jours, puis elle revient avec une deuxième poussée, souvent plus abondante que la première. Une seule plante permet d'obtenir 2 cycles de floraison complets en une seule saison. La plupart des jardiniers négligent cette taille et perdent ainsi 6 à 8 semaines de couleur chaque été, sans comprendre pourquoi leur Cather n'a pas donné de résultats satisfaisants. Dans les zones 3 à 8, la variété Walker's Law est parfaitement résistante au froid et n'a besoin d'être arrosée qu'une fois par semaine, une fois bien établie, même pendant les fortes chaleurs de l'été. Dans les zones 8 et 9, l'ombre de l'après-midi empêche le feuillage de brûler en cas de chaleur extrême, mais la plante se comporte de manière fiable tout au long de la saison de croissance. Comparons maintenant directement la Cather aux pétunias, la plante en pot la plus couramment achetée en Amérique. Les pétunias nécessitent la suppression des fleurs fanées tous les 2 ou 3 jours, une fertilisation hebdomadaire et un remplacement complet chaque année. La Cather nécessite une seule taille par saison, aucun engrais, et revient plus vigoureusement chaque printemps pendant des années. La seule raison pour laquelle davantage d'Américains ne cultivent pas de Cather en pot est que les jardineries gagnent beaucoup plus d'argent en vendant des pétunias chaque année. Voilà la réponse honnête. Avant d'aller plus loin, je veux que vous fassiez une chose. Cliquez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Pas pour moi, car chaque « j'aime » indique à YouTube que ce contenu mérite d'être montré à d'autres jardiniers américains qui dépensent de l'argent chaque printemps pour des plantes
qui vont dépérir dès le mois d'août. Un simple clic suffit pour mettre cette information à la disposition de la personne qui en a besoin. Quelqu'un qui a fait mourir la même plante annuelle 3 années de suite et qui ignore totalement l'existence de ces 17 plantes. Cela vaut bien une seconde de votre temps. Plante numéro 6, Hosta, Sum and Substance. Les hostas sont en réalité plus belles en pot qu'en pleine terre. Pas aussi beaux, plus beaux. Et la raison est précise. Les conteneurs permettent d'éliminer les limaces, principal ravageur du feuillage des hostas plantés en pleine terre. Les conteneurs éliminent les problèmes de drainage. Les hostas pourrissent dans un sol mal drainé, mais prospèrent dans un mélange de terreau bien préparé pour les conteneurs. Et les conteneurs offrent une portabilité optimale. Vous les déplacez vers leur meilleur emplacement en été et dans un endroit protégé avant les fortes gelées d'automne. Cultiver vos hostas en pot ne les détériore pas. Au contraire, vous leur offrez de meilleures conditions que celles que leur procure la pleine terre. Sum and Substance produit d'énormes feuilles d'or chartreuses, pouvant atteindre 45 cm de diamètre, qui brillent à l'ombre comme si elles étaient éclairées de l'intérieur. Alcyone possède un feuillage bleu poudré, naturellement résistant aux limaces et qui reste propre et attrayant toute la saison sans aucune intervention. La variété Patriote possède des feuilles d'un vert profond aux marges d'un blanc éclatant qui semblent peintes à la main par un expert. Dans les zones 3 à 9, l'une des gammes de rusticité au froid les plus larges de toutes les plantes vivaces d'ombre disponibles pour les jardiniers américains, les hostas supportent les fortes gelées de manière fiable. Dans les zones 3 à 5, déplacez les contenants contre un mur protégé ou dans un garage non chauffé avant les fortes gelées. Dans les zones 8 et 9, soleil du matin uniquement. L'ombre de l'après-midi est essentielle pour garder le feuillage propre pendant les fortes chaleurs de l'été. Un hosta cultivé dans un conteneur bien entretenu n'a jamais besoin d'être remplacé. Elle se divise naturellement tous les quelques années. Vous la séparez en 2 ou 3 plants que vous mettez dans de nouveaux pots avec un mélange de terreau frais. J'ai des hostas en conteneur qui entrent dans leur 12e année. La plante initiale, qui coûtait 3 $, a maintenant produit suffisamment de divisions pour remplir 8 conteneurs. Voilà les mathématiques du jardinage des plantes vivaces que les jardiniers adeptes des plantes annuelles n'expérimentent jamais. Et c'est l'un des aspects les plus gratifiants de tout ce loisir. Plante numéro 7, Euchère. L'Euchère est disponible en Bordeaux, argent, vert citron, caramel, orange et presque noir. Elle présente une gamme de couleurs plus étendue que la plupart des plantes à fleurs, et cette couleur est présente dès que la plante sort de sa dormance au printemps jusqu'aux fortes gelées d'automne, ou toute l'année dans les zones 7 à 9, où elle reste à feuillage persistant. Vous n'attendez pas la saison des floraisons. Vos contenants sont colorés dès le premier jour. La variété Palace Purple produit des feuilles d'un bordeaux profond qui paraissent presque noires sous certains éclairages. L'un des effets de feuillage les plus spectaculaires que l'on puisse obtenir en jardinage en pot. Lime Rickey est d'un vert chartreuse électrique qui illumine les coins ombragés comme aucune autre plante ne le peut. La variété Caramel produit des tons chauds, ambrés orangés qui évoluent au fil des saisons. Elle est véritablement différente chaque mois d'avril à octobre. Dans les zones 4 à 9, l'Euchère est très résistante au froid. Dans les zones 4 à 6, le feuillage peut s'aplatir lors de fortes gelées, mais il reprend sa forme initiale au printemps. Dans les zones 7 à 9, il reste persistant et apporte couleur et structure au contenant tout au long de l'année. La plupart des gens le placent à l'ombre et s'étonnent ensuite pourquoi la couleur s'estompe. Le Euchère développe sa couleur de feuillage la plus intense sous une lumière indirecte vive, ou pendant 2 à 3 heures de soleil doux le matin, et non à l'ombre profonde. Plus la teinte est foncée, plus la couleur devient délavée.
Déplacez vos pots de chair à un endroit où ils captent la lumière du matin et observez l'intensité de leur couleur changer en 2 semaines. Ce simple ajustement fait plus de différence que n'importe quel engrais, n'importe quel amendement de sol ou n'importe quelle autre intervention que vous pourriez effectuer. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et je vous expliquerai précisément pourquoi cela est important, au-delà de la raison habituelle. Chaque semaine, je publie du contenu conçu spécifiquement pour répondre aux difficultés réelles des jardiniers américains. Non pas des conseils génériques qui fonctionnent en théorie, mais des informations spécifiques, adaptées à votre zone de rusticité et basées sur l'expérience, qui fonctionnent dans votre jardin et sous votre climat réel. Si vous avez entre 50 et 60 ans et que vous avez passé trop de printemps à remplacer des plantes qui n'ont pas survécu à l'hiver, cette chaîne est faite spécialement pour vous. Cliquez sur « S'abonner ». C'est gratuit. Cela a toujours été gratuit et les informations continuent d'arriver chaque semaine, que vous soyez prêt ou non. Assurez-vous que YouTube vous le propose. Plante numéro 8, astilbe. Quand les gens voient des astilbes en fleurs, ils supposent que c'est difficile à cultiver. Elle produit des plumes vaporeuses qui ressemblent à celles d'un fleuriste professionnel. Et les gens supposent automatiquement qu'un tel niveau de beauté requiert un tel niveau d'effort. Non. Et en pot, l'astilbe se comporte mieux que dans n'importe quelle plantation en pleine terre que vous puissiez voir. En pleine terre, l'astilbe dépend entièrement de l'humidité que contient le sol environnant. Lors d'un été sec, les astilbes plantées en pleine terre peinent à survivre. Les plumes sont plus petites et la période de floraison se raccourcit. Dans un récipient, vous contrôlez précisément la quantité d'eau que reçoit la plante. Ce mode de culture permet d'obtenir des panicules plus grandes, une floraison plus longue et un feuillage plus net que la plantation en pleine terre dans le même jardin. Le conteneur n'est pas un compromis pour cette plante, c'est une amélioration. Bridal Veil produit des plumes d'un blanc pur, qui brillent à l'ombre avec une élégance qui interrompt les conversations. La variété fanale présente des fleurs rouges foncées qui s'élèvent au-dessus d'un feuillage bronze foncé, l'une des combinaisons de couleurs les plus spectaculaires disponibles pour la culture en pot à l'ombre. La variété Sprite est compacte, rose coquillage, parfaite pour les petits contenants, et a remporté plus de prix que presque toutes les autres variétés d'astilbe en horticulture américaine. Dans les zones 3 à 8, l'astilbe est parfaitement rustique et revient fidèlement chaque printemps avec plus de tiges florales que la saison précédente. Contrairement à la plupart des plantes vivaces tolérantes à la sécheresse de cette liste, l'astilbe préfère véritablement une humidité constante, ce que les contenants facilitent grandement. L'emplacement idéal dans les zones 7 et 8 est celui où le soleil du matin côtoie l'ombre l'après-midi. Après la floraison, ne coupez pas immédiatement les fleurs fanées. Laissez en place tout l'automne, elles prennent une chaude teinte brun-roux qui offre un véritable intérêt en pot jusqu'en novembre. Taillez-les ensuite à la fin de l'automne ou au début du printemps. Les deux options de synchronisation fonctionnent parfaitement. Plante numéro 9. Fougère peinte japonaise. Cette fougère fait que les gens s'arrêtent et demandent ce que c'est, à chaque fois. Les couleurs argentées et bordeaux donnent l'impression que chaque fronde a été peinte individuellement à la main. C'est tout à fait naturel. Sa croissance est totalement sans effort. Et dans un pot à l'ombre, elle accomplit quelque chose qu'aucune autre plante de cette liste ne peut faire. Elle ajoute une qualité métallique, presque lumineuse, qui donne à tout ce qui l'entoure un aspect plus intentionnel. La variété Burgundy Lace présente des tons violets plus prononcés que la variété standard et est la plus spectaculaire de toutes les fougères peintes disponibles pour les jardiniers américains. La variété Ghost est d'un argent presque pur, presque lumineuse à l'ombre profonde, et compte parmi les plantes à feuillage les plus spectaculaires visuellement que l'on puisse cultiver en pot, quel que soit son prix. La variété classique Pictum
grise argentée avec une nervure centrale bordeaux parcourant chaque fronde, reste l'une des variétés les plus performantes après des décennies de disponibilité dans les pépinières américaines. Rustique dans les zones 3 à 8, elle disparaît complètement en hiver et revient fidèlement au printemps avec davantage de tiges florifères. Voici une chose précise que la plupart des gens comprennent mal. Ne taillez pas les vieilles frondes en automne. Laissez-les en place tout l'hiver. Elles assurent une isolation naturelle de la couronne lors des fortes gelées. Retirez-les au début du printemps, dès que vous voyez de nouvelles pousses apparaître à la base. Ce calendrier permet de protéger la plante pendant sa période la plus vulnérable. Comparez directement la fougère peinte japonaise aux fougères vertes standard en conteneur. Les fougères vertes classiques ressemblent exactement à ce qu'elles sont. La fougère peinte japonaise ressemble à une composition florale réalisée par un designer. Les besoins en matière de soins sont parfaitement identiques. Le résultat visuel est d'une toute autre catégorie. Si vous cultivez une fougère en pot, choisissez-en une qui mérite sa place chaque jour sur votre porche. Plante numéro 10. Bergenia Winterglow. Voici la plante qui prouve que le jardinage en pot ne s'arrête pas à la fin de l'été. Alors que toutes les autres plantes vivaces de votre porche entrent en dormance, le bergenia change de couleur, se structure et se prépare à fleurir avant même la fin de l'hiver. Au printemps, elle produit des grappes de fleurs roses avant même que la plupart des autres plantes vivaces n'aient sorti de leur dormance. Souvent, alors qu'il y a encore du gel au sol le matin. Durant l'été, leurs feuilles épaisses et brillantes confèrent une structure imposante au contenant. À l'automne, ces feuilles commencent à prendre une teinte rouge bordeaux foncé à mesure que les températures baissent. Et tout au long de l'hiver, le feuillage persistant conserve sa forme et sa couleur, tandis que tous les autres contenants autour de lui semblent vides et oubliés. Rustique dans les zones 3 à 8, tolère l'ombre dense, la sécheresse, les sols pauvres et les températures bien en dessous de zéro une fois établies. Dans les zones 3 et 4, le spectacle des couleurs hivernales est en fait le plus spectaculaire. Les températures les plus froides produisent les tons bordeaux les plus profonds. Et le contraste avec la neige ou le givre est véritablement spectaculaire. J'ai des pots de bergénias qui n'ont jamais été fertilisés depuis leur plantation, et arrosés seulement quand j'y pense, ce qui en hiver signifie presque jamais. Ils n'ont jamais été divisés. Chaque printemps, elles fleurissent avant même que je pense à ouvrir un autre pot pour la saison. C'est le critère que remplissent toutes les plantes de cette liste, et la bergénia y répond avec moins d'efforts que presque toutes les autres. Voici quelque chose que je veux que vous fassiez tout de suite. Pensez à une personne de votre entourage qui dépense sans cesse de l'argent à la jardinerie chaque printemps, qui perd systématiquement ses plantes en juillet et qui continue de penser que le problème vient d'elle. Ce ne sont pas eux, ce sont les plantes qu'ils choisissent. Envoyez cette vidéo à cette personne immédiatement. Vous n'avez pas besoin de message, juste du lien. Ce simple geste pourrait leur épargner des années de frustration et des centaines de dollars. Appuyez sur Partager. Faites-le avant d'oublier. Plante numéro 11, Rudbeckia. Cette plante fleurit de juillet à octobre, attire les chardonnerets directement dans vos pots et devient de plus en plus florifère chaque année. Elle ne vous demandera quasiment rien après la première saison. Une rudbeckie à œil noir adulte produit entre 80 et 120 fleurs simultanées au pic de floraison. Pas sur l'ensemble de la saison, en une seule fois. La masse de jaune doré contrastant avec les centres sombres crée un impact de couleur dans les contenants qu'il est presque impossible de reproduire avec une autre plante individuelle au même prix. Goldsturm est la variété de référence, primée, fiable, suffisamment compacte pour être cultivée en conteneur et fleurissant continuellement de juillet à septembre. Prairie Sun possède des pétales jaunes à cœur vert au lieu de vert foncé, un aspect plus frais et plus contemporain, qui se démarque des variétés classiques. Cherry Brandy
produit des teintes cuivrées orangées inhabituelles qui la distinguent complètement de toutes les autres vivaces à fleurs jaunes de votre collection de pots. Hardy dans les zones 3 à 9. Voici un fait concernant ses performances que la plupart des gens ignorent. La Rudbeckie à œil noir se développe mieux la deuxième et la troisième année que lors d'une nouvelle plantation. Le système racinaire se renforce pendant l'hiver et produit davantage de tiges florales à chaque saison. Une plante que vous achèterez ce printemps sera plus impressionnante l'été prochain et encore plus impressionnante l'été suivant. Vous n'achetez pas seulement une plante, vous réalisez un investissement à effet cumulatif dans votre jardin en pot. Laissez les épis en place tout au long de l'automne et de l'hiver. Les chardonnerets élégants, les mésanges et les roselins familiers s'en nourrissent activement d'octobre à février. Votre conteneur se transforme en station d'alimentation pour la faune sauvage, dont l'exploitation ne coûte rien une fois la plante bien implantée. Plante numéro 12, oreille d'agneau, Stachys. Voici la plante dont je vous ai parlé au début, celle qui devient d'autant plus belle qu'on la laisse tranquille. Et je tiens à ce que vous compreniez précisément pourquoi, car la science qui sous-tend cela est l'un des aspects les plus fascinants du jardinage en pot. L'oreille d'agneau provient des coteaux rocheux et arides de Turquie et d'Iran. Les feuilles sont recouvertes d'un dense duvet blanc argenté. Ces poils ne sont pas décoratifs, ils constituent un système de survie. Elles emprisonnent une fine couche d'air sec contre la surface de la feuille pour ralentir la perte d'humidité. Si vous arrosez trop l'oreille d'agneau, ces poils s'aplatissent contre la feuille, emprisonnant l'humidité au lieu de l'air, et la plante pourrit de l'extérieur vers l'intérieur. Si vous ne l'arrosez pas suffisamment, les poils restent dressés, conservent leur couleur argentée, et la plante devient plus remarquable chaque semaine, même en cas de sécheresse. Négliger cette plante n'est pas une erreur, c'est la bonne technique de culture. La variété Big Ears produit des feuilles pouvant atteindre 15 cm de long, ce qui en fait la plus spectaculaire pour la culture en pot, et celle qui suscite le plus de réactions chez les visiteurs. Helen von Stein produit rarement des fleurs, ce qui signifie que toute l'énergie de la plante est directement consacrée à la production de son feuillage argenté. La meilleure variété, si votre priorité est l'impact visuel pur. Le modèle Silky Fleece est plus petit et plus compact, idéal pour les compositions de contenants variés où l'on a besoin d'une touche argentée sans qu'elle soit trop présente. Rustique dans les zones 4 à 8. Dans les zones 9 et 10, prévoir un ombrage l'après-midi. Les poils denses peuvent supporter un soleil intense, mais la chaleur extrême du sud, combinée à l'humidité, crée des conditions que la plante n'est pas capable de supporter. Placez une oreille d'agneau à côté de presque n'importe quelle autre plante en pot et elle fera quelque chose que ces plantes ne peuvent pas faire. Il invite au toucher. Les gens tendent la main et la caressent sans réfléchir. Cette qualité tactile, associée à sa couleur argentée, en fait, une des plantes les plus commentées dans tous les jardins en pot. Et vous obtenez tout cela en l'arrosant moins que n'importe quelle autre partie de votre terrasse. Plante numéro 13, hémérocale, Hémérocalis. Chaque hémérocale dure exactement une journée. Chaque plante produit de 30 à 50 bourgeons par tige. Les calculs permettent d'obtenir une coloration continue pendant des mois grâce à une plante qui ne demande presque rien après la première saison. Floraison continue de juin à septembre. Se multiplie naturellement tous les 3 à 4 ans. Elle se divise en plusieurs plantes que vous pouvez séparer et rempoter dans de nouveaux contenants sans frais. Disponible dans toutes les couleurs, sauf le bleu pur et le blanc pur. Stella de Oro est la référence en matière de plantes en pot. Compacte, elle refleurit du printemps jusqu'au gelé et s'adapte à tous les climats américains. Happy Returns est jaune pâle et légèrement plus tolérante à la chaleur. Purple de Oro offre la même croissance compacte et fiable, dans un violet profond. Rustique dans les zones 3 à 9. Les variétés à feuillage persistant des zones 7 à 9
conservent leur feuillage malgré les hivers doux. Les variétés dormantes des zones 3 à 6 dépérissent complètement et reviennent avec toute leur vigueur chaque printemps. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire quelle couleur d'émeraucale vous avez ou que vous aimeriez avoir dans vos pots, car le choix est vraiment impressionnant et je veux savoir ce qui attire le plus les jardiniers américains. Plante numéro 14, graminée ornementale, Karl Förster. Aucune autre plante en pot n'offre les mêmes avantages que les graminées ornementales. Mouvement, sonorité, structure 4 saisons et aucun entretien après la première année. Le printemps redonne aux conteneurs leur structure verticale verte et fraîche. L'été voit apparaître les plumes duveteuses caractéristiques, de couleur blé. L'automne se pare de chaudes teintes dorées, tandis que les épis nourrissent activement les oiseaux. L'hiver confère une structure architecturale permanente. La seule plante en pot qui semble avoir été cultivée intentionnellement en janvier, alors que tout le reste paraît abandonné. La graminée à feuilles de Calamagrostis Karl Förster se dresse étroite et droite, atteignant 1,20 à 1,50 mètres. C'est la graminée en conteneur la plus architecturale disponible et lauréate du prix de la plante vivace de l'année. Elle possède de fines feuilles bordées d'argent, une forme arquée gracieuse et des plumets roses en automne. La fétuque bleue forme des monticules compacts bleu-gris de 25 à 30 cm, parfaits pour les petits contenants et les compositions mixtes. Karl Förster, rustique dans les zones 4 à 9. Morning Light dans les zones 5 à 9. Fétuque bleue dans les zones 4 à 8. Tailler les graminées ornementales à 10-15 cm fin février. Cela représente l'intégralité des besoins d'entretien pour l'année érière. Une seule tâche, 5 minutes, et vous la verrez revenir plus grande et plus fournie que la saison précédente. Plante numéro 15, Échinacée. Plante indigène, aux vertus médicinales ancestrales, fleurit pendant 4 mois, ses graines nourrissent les oiseaux durant l'hiver et elle est pratiquement indestructible en pot. L'échinacée est la plante qui apporte le plus à votre jardin parmi toutes celles de cette liste. Floraison de juin à septembre avec un minimum d'élimination des fleurs fanées. Les capsules de graines laissées en place pendant l'automne et l'hiver nourrissent les chardonnerets, les mésanges et les roselins familiers et sont répertoriées par la National Wildlife Federation comme l'une des 5 meilleures plantes indigènes nourricières d'oiseaux en Amérique. Elles se ressèment spontanément dans les contenants environnants, vous offrant ainsi des plantes gratuites à chaque saison. Magnus Purple est la variété classique, avec des inflorescences plus grandes que les espèces sauvages, un port plus dressé et une fiabilité incroyable. White Swan est d'un blanc pur avec un cœur orange et tolère légèrement mieux l'ombre que les variétés violettes. La papaye Hot Papaya produit des fleurs doubles orange-rouge, la variété moderne la plus spectaculaire qui soit. Hardy dans les zones 3 à 9. Dans les zones 4 et 5, placez les conteneurs contre un mur protégé exposé au sud pendant les semaines les plus froides. Dans les zones 7 à 9, la saison de floraison s'étend de novembre à avril, vous offrant ainsi 5 mois complets de fleurs hivernales. La plupart des jardiniers passent l'hiver à regarder leurs pots vides. Les jardiniers spécialisés dans les hellebores passent l'hiver à admirer leurs fleurs. Cette différence exige exactement le même effort. Plante numéro 16, série Hellebore Ice and Roses. Cette plante fleurit dans la neige. Alors que toutes les autres plantes de vos pots sont en dormance, l'hellebore est en fleurs. Elle fleurit de décembre à avril, soit la plus longue période de floraison unique de toutes les plantes vivaces disponibles pour les jardiniers américains. Des fleurs blanches, roses, bordeaux, jaunes et presque noires. Le feuillage persistant assure une structure en conteneur pendant 12 mois. Feuilles épaisses, profondément découpées et brillantes, qui conservent une allure architecturale toute l'année sans aucun entretien. La variété Ice and Roses Red produit des fleurs d'un bordeaux profond
qui fleurissent de décembre à mars. Wedding Party propose des fleurs doubles d'un blanc pur qui fleurissent de janvier à avril. Penny's Pink offre un rose tendre aux nervures plus foncées, l'une des variétés d'ellébores les plus élégantes disponibles sur le marché américain. Hardy, dans les zones 4 à 9. Dans les zones 4 et 5, placez les conteneurs contre un mur protégé, exposé au sud, pendant les semaines les plus froides. Dans les zones 7 à 9, la saison de floraison s'étend de novembre à avril, vous offrant ainsi 5 mois complets de fleurs hivernales. La plupart des jardiniers passent l'hiver à regarder leur pot vide. Les jardiniers spécialisés dans les élébores passent l'hiver à admirer leurs fleurs. Cette différence exige exactement le même effort. Plante numéro 17, Sedum à feuillage persistant. Autumn Fire. La dernière plante de cette liste donne à vos contenants un aspect soigné et intentionnel. Au printemps, des rosettes serrées d'un bleu-vert frais émergent, nettes et sculpturales. En été, la végétation remplit le conteneur et les tiges se fortifient. En automne, les capitules passent du rose au rouge cuivré foncé, atteignant ainsi leur apogée ornementale de l'année. En hiver, les capsules de graines desséchées et les tiges robustes conservent leur structure malgré le gel et la neige, offrant un véritable intérêt architectural quand rien d'autre ne le fait. Hardy dans les zones 3 à 9. Une fois établies, elles résistent parfaitement à la sécheresse. Les conteneurs restent des semaines sans eau en hiver, sans aucun dommage. Nul besoin de diviser. Elle devient chaque année plus attrayante et plus substantielle sans aucune intervention. Entre les hellebores et les sédums à feuillage persistant, vous obtenez des jardinières d'hiver qui ont l'air d'avoir été conçues par des professionnels. Ces deux plantes ont atteint ce stade, en étant quasiment totalement ignorées d'octobre à mars. Nous n'allons pas nous arrêter là, car vous pouvez planter chacune de ces 17 plantes vivaces et quand même échouer si vous ne connaissez pas 3 choses spécifiques. Ce sont ces erreurs qui tuent plus de plantes en pot que la sécheresse, le froid et la négligence réunies. Premier secret. Le drainage tue plus de plantes que la sécheresse. La principale cause de mortalité des plantes vivaces en pot aux États-Unis n'est pas le manque d'eau, mais le surarrosage combiné à un mauvais drainage. Les racines qui baignent dans un sol gorgé d'eau ne peuvent pas accéder à l'oxygène. Elles suffoquent et pourrissent, et lorsqu'on constate des dégâts sur le feuillage, il est déjà trop tard. Chaque récipient doit comporter au minimum 3 trous de drainage d'un demi-pouce. Ajoutez une couche de 5 cm de gravier grossier à la base avant d'ajouter la terre. Ne jamais placer de sous-coupe sous les plantes vivaces résistantes à la sécheresse. L'eau devrait s'écouler visiblement dans les 15 à 20 secondes suivant l'application. Si l'eau stagne pendant plus de 30 secondes, votre mélange est trop dense et vos racines sont déjà menacées. Deuxième secret, la taille du contenant détermine tout. Une plante vivace cultivée dans un pot de 25 cm, 10 pouces, a besoin d'être arrosée tous les 1 à 2 jours en été. La même plante, cultivée dans un pot de 40 cm, 16 pouces, a besoin d'être arrosée tous les 3 ou 4 jours. La même plante, cultivée dans un pot de 60 cm, 24 pouces, a besoin d'être arrosée 1 à 2 fois par semaine. Taille minimale pour chaque plante vivace de cette liste, 16 pouces de diamètre. Tout ce qui est plus petit va à l'encontre même du principe d'un jardin nécessitant peu d'entretien. En hiver, les petits récipients gèlent complètement. Une plante vivace cultivée dans un pot de 25 cm en zone 5 n'a pratiquement aucune isolation entre ses racines et un gel intense. La même plante, cultivée dans un pot de 60 cm, 24 pouces, possède une masse thermique qui protège ses racines des températures qui les tueraient dans un pot plus petit. La taille du conteneur n'est pas seulement une question de croissance, elle est aussi liée à la survie hivernale. Troisième secret, le mélange de terre qui fait la moitié du travail. N'utilisez jamais de terre de jardin standard.
trop lourd, mauvais drainage. N'utilisez jamais de terreau bon marché, principalement de l'écorce, qui retient trop d'humidité. La recette correcte est la suivante. 50% de terreau de qualité, 30% de perlite grossière, 20% de compost. Drainage optimal, rétention d'humidité suffisante, fertilisation lente tout au long de la saison sans engrais synthétiques. Chaque printemps, retirez les 5 premiers centimètres et remplacez-les par du compost frais mélangé à un engrais granulaire à libération lente. 10 minutes par récipient, une fois par an. Voilà l'entretien annuel complet du sol pour chaque plante de cette liste. Voici ce que je voulais dire juste avant la fin de cette vidéo. Si vous avez 50, 60 ans ou plus, vous avez passé suffisamment d'été à remplacer des plantes qui n'allaient jamais survivre. Vous avez déjà dépensé assez d'argent en plantes annuelles qui étaient magnifiques en avril et qui étaient fanées en juillet. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, car chaque semaine, je publie du contenu conçu spécifiquement pour rendre votre jardin plus facile à entretenir, plus beau et plus gratifiant, sans vous demander plus de temps. Gratuit. Ce sera toujours le cas. Dites-moi maintenant dans les commentaires quelles sont les 3 plantes de cette liste que vous allez ajouter à vos pots cette saison et dans quel état jardinez-vous. Votre zone climatique est importante et je veux m'assurer que les conseils que vous suivez soient réellement adaptés à votre climat. Maintenant, allez remplir ces récipients. Je vous verrai dans le prochain épisode.